Chine, après les arrestations, les premières condamnations à mort, 3 manifestants condamnés à mort à Shanghai, 8 à Pékin. Pour le gouvernement, le retour à l'ordre passe par la peur, l'appareil de l'État n'est pas épargné, le secrétaire général du PC, Zhao Ziang, qualifié de modéré, officiellement dénoncé. En France, la condition pénitentiaire n'est pas la même partout et pour tous. À Strasbourg, les détenus disposent d'un lycée derrière les barreaux. Enquête dans ce journal. La salle Drouot-Montaigne à Paris est en passe de concurrencer les plus grands Sotheby's ou Christie's. En ce moment même, une vente aux enchères regroupe plus de 80 toiles des plus grands maîtres, de Picasso à De Vlaminck à Gauguin. Vers 20h20, nous irons faire un tour dans la salle, en direct. Madame, Monsieur, bonsoir. Les dirigeants chinois sont prêts à faire payer le prix fort à ceux qui ont cru pendant quelques semaines à la liberté, que celle-ci était envisageable. Après les arrestations par milliers, vient donc le temps des premières condamnations à mort. 3 à Shanghai et 8 aujourd'hui à Pékin. Les coupables, qualifiés de bandits, sont accusés d'avoir manifesté, volé ou incendié des biens publics pendant le mois de mai. Implacable, la politique du retour à l'ordre passe également par l'épuration au plus haut sommet de l'appareil de l'État. Zhao Ziang, secrétaire général du PC, qualifié de modéré, est officiellement désigné du doigt. Bref, pour l'équipe qui a repris en main les rênes du pays, il faut que l'ordre règne et pour y parvenir, il faut rétablir la peur. Reportage de Bruno Ledreff et Christian Hiron. C'est lors du journal télévisé que l'on a appris ces 8 nouvelles condamnations à mort. 7 hommes et une femme accusés d'avoir frappé des soldats et incendié des véhicules militaires. Il s'agit de paysans, d'ouvriers et de chômeurs, déjà condamnés pour diverses activités illégales, insiste le commentateur chinois. Comme à Shanghai il y a 2 jours, on remarque que ne figure parmi eux aucun étudiant. Pour l'instant, c'est donc sur les classes populaires que s'exerce le plus durement la répression. Chaque jour, la télévision chinoise montre de nouvelles arrestations. Ces jeunes ne sont pas non plus des étudiants. Ils subissent la position dite de l'avion, très en vogue à l'époque de la révolution culturelle. Pendant 2 heures, chaque soir, les Chinois subissent ce matraquage idéologique tout en noir et blanc. Les mauvais contre-révolutionnaires et les bons soldats de l'armée populaire de libération. Ils viennent aider à la construction d'un immeuble, participer à la moisson, nettoyer les rues. Il faut les aimer, car ils sont aimables. Ils sont les piliers du pouvoir. Place Tiananmen, 24 heures sur 24, dans un garde-à-vous impeccable, Kalachnikov serré contre la poitrine, ils font passer un même et unique message. Pékinois, vivez tranquille, l'armée veille sur vous. Elle veille aussi à interdire toute image. Aujourd'hui, les Chinois veulent rétablir l'ordre entre eux. Dans les rues, fleurissent les banderoles qui exhortent le peuple à une attitude révolutionnaire. Sur les murs, les affiches gouvernementales invitant à la délation ont remplacé les écrits de ceux qui réclamaient la démocratie. Les journaux présentent les photos de 21 dirigeants étudiants. 4 d'entre eux ont déjà été arrêtés, mais les plus importants ont, pour l'instant, réussi à échapper à la police et aux dénonciations. Dans le même temps, le porte-parole du gouvernement chinois déclare qu'on ouvrira un dialogue sur les réformes dès que la situation dans le pays sera stabilisée. Des promesses apparemment peu écoutées par les intéressés. Depuis plusieurs jours, le service des visas de l'ambassade des États-Unis est très fréquenté. De nombreux étudiants cherchent à quitter le pays sous couvert de compléter leur formation ailleurs. Aujourd'hui, pour beaucoup de Chinois, le rêve de liberté a changé de continent. Le problème des minorités ressurgit, on le sait déjà, en Union soviétique, mais ce phénomène de société des années 80 dépasse les frontières de l'URSS pour toucher certains pays de l'Est. Exemple ce soir la Bulgarie qui se débarrasse en quelque sorte de minorités turques pourtant intégrées depuis très longtemps dans ce pays. Derrière cet exode, on trouve des raisons économiques, mais aussi religieuses. Thierry Calmette. Le village de Toile se transforme peu à peu en camp de réfugiés. Déjà 30 000 Turcs se sont enfuis de Bulgarie. Ils arrivent à la frontière entre les 2 pays au rythme de 4 000 par jour. À la fin juillet, probablement 100 000 d'entre eux auront échoué ici. 1971, suppression de l'enseignement de la langue turque en Bulgarie. Et depuis le 26 mai dernier, Sofia a mis en œuvre une politique d'assimilation forcée de la minorité turque, minorité forte d'environ 1 million de personnes. Bulgarisation des patronymes et surtout affaiblissement de la culture islamique.
Raison de cet exode forcé, la Bulgarie craint une flambée de l'intégrisme musulman. En Turquie, on se sent blessé par ce qui est considéré comme une atteinte à la dignité du peuple turc. Le Premier ministre, M. Turgut Özal, vient de visiter les camps de Kapikul et de Dereköy. Accueil enthousiaste de ceux qui souvent foulent le sol de leur mère patrie pour la première fois. Un projet de naturalisation des nouveaux immigrants a été adopté et le gouvernement d'Ankara prétend que cette arrivée massive de population ne posera pas de graves problèmes économiques. Et le Premier ministre turc en a profité pour rappeler à l'ordre les Occidentaux, prêts, je cite, à défendre les baleines et à critiquer les atteintes aux droits de l'homme en Turquie et qui ne font rien contre l'exode auquel sont forcés 1 million de Turcs. De son côté, la Bulgarie refuse toute discussion sur un rapatriement négocié des citoyens bulgares d'origine turque. La terre a de nouveau tremblé dans le nord de l'Arménie. Une légère secousse qui n'a pas fait heureusement de victimes ni de dégâts matériels dans la région qui avait été dévastée. C'était en décembre dernier. L'actualité de ce samedi a été également marquée par un accident d'avion sur l'aéroport de Berlin-Est. En bout de piste, un Ilyushin en partance pour Moscou a pris feu, bilan 5 morts et 13 blessés. L'évacuation a pu être menée heureusement assez rapidement. Isabelle Staes. On s'apprêtait à décoller lorsque tout à coup l'appareil s'est cassé et il a pris feu. Il n'y a pas eu de panique, les gens ont évacué dans le calme. Comme cet homme, la plupart des passagers ont pu échapper aux flammes, mais au moins 5 personnes n'ont pas eu cette chance. De l'Ilyushin 62, il ne reste que ces morceaux de tôle calcinés, l'appareil partait pour Moscou, les réservoirs pleins de kérosène. Pour une raison encore inconnue, il n'a pas réussi à décoller en bout de piste, il a terminé sa course dans un champ avant de prendre feu. En 2 minutes, 200 pompiers étaient sur place, mais il leur a fallu plus d'1 heure pour maîtriser l'incendie. 5 morts et 13 blessés graves, le bilan pourrait s'alourdir car ce soir, 19 passagers seraient portés manquants. 113 personnes, Allemands, Soviétiques, Italiens et Népalais, avaient embarqué à bord de cet Ilyushin 62, l'un des avions de transport les plus utilisés dans les pays de l'Est. C'est dans un appareil de ce type et sur ce même aéroport que 156 personnes avaient été tuées en août 72. L'avion avait explosé à la suite d'un incendie. En France, la tension persiste dans certaines prisons. Les familles de détenus distribuaient des tracts cet après-midi devant la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et ce soir, dans les prisons de Lyon et de Grenoble, plus de 200 détenus refusent de regagner leurs cellules. La période de l'été est toujours difficile pour les prisonniers et par ailleurs, ils sont mécontents cette année des mesures de grâce décidées par le président de la République à l'occasion du 14 juillet. Ils les estiment trop restrictives puisqu'elles se limitent à 9 mois maximum de réduction de peine. Dans ce contexte, nous vous présentons ce soir une réalisation qui montre que malgré des situations très différentes selon les établissements pénitentiaires en France, des initiatives sont prises pour permettre aux détenus de se réinsérer. Ainsi, à Strasbourg, les prisonniers ont leur lycée derrière les barreaux. Enquête de Chantal Quimerlin et Bernie Mériot. Surveillant! 8h15 du matin, sortis de la cellule A316, Maurice et Christophe prennent 4 fois par jour ce même chemin. Pour tous les deux condamnés pour drogue, ce n'est pas le chemin du bagne, ni même d'un travail en atelier. C'est celui du lycée, d'un lycée comme un autre, d'un vrai lycée. Histoire, français, maths, anglais, allemand, physique. En tout, par semaine, vous avez combien d'heures de cours? 30, une trentaine, ça dépend, 30, 32. Vous voulez passer quels examens? Alors un diplôme d'entrée à l'université, c'est-à-dire une équivalence du bac et une remise à niveau en comptabilité du nouveau plan comptable. Programme interne à la prison sur câble spécial école, annonce des cours et des examens dans chaque cellule. Une aile est réservée 8 heures par jour aux détenus étudiants. Pas un uniforme ici, c'est la libre circulation. Ou presque. Le maître des lieux, l'éducation nationale. Ceux qui encadrent, les profs venus des collèges, lycées ou facs de la région. Un proviseur, elle-même à l'origine du lycée. Un conseil des maîtres, le tout pour 150 étudiants, le plus petit lycée de France, mais bien différent des autres. Toute la journée. Et pour moi, les difficultés que je rencontre sont les difficultés de l'ordre de l'enseignement, c'est-à-dire arriver à trouver la pédagogie adaptée à ces élèves, disons, c'est-à-dire des adultes. Ça n'est pas forcément une pédagogie qu'on pratique dans un lycée traditionnel.
Pas traditionnel non plus pour un lycée, on n'est plus ici à l'âge de l'école obligatoire et seulement 10% des détenus s'inscrivent au cours. On devrait pousser plus les gens à aller en cours. Surtout les gens qui font rien ou qui restent devant la télé à longueur de journée. Ça, c'est un mauvais plan. Vous faites la différence entre les lycéens en prison et les détenus qui vont pas au lycée de la prison? Ça se voit, oui, ça se sent de toute façon. C'est pas le même état d'esprit. Pas facile de réussir le pari d'un lycée en prison. Introduire derrière les barreaux des ordinateurs, des calculatrices, la gestion des entreprises, les langues étrangères, la poésie ou les livres qui font mal. Le livre est un droit de l'homme libre. Rien n'est évident. Pour tous, ils doivent se remettre en cause quotidiennement, gardiens, profs ou détenus. Les détenus ne supporteraient certainement pas l'incompétence. Ils sont demandeurs d'une compétence. Pour arriver à les faire travailler, il faut que nous, on soit irréprochable à ce niveau-là. Ce que je trouve tout à fait normal. Enfin, ça me paraît normal. Ensuite, il faut inventer un autre mode relationnel. Oui, mais en général, ils réagissent comment, vos surveillants, quand vous leur demandez de vous amener au lycée? Certains nous jalousent, certains nous envient, certains apprécient, d'autres nous haïssent. L'éventail est large. C'est un microcosme, en fait. La prison reflète le monde tel qu'il est. Autre difficulté que Maurice n'ignore pas, pour aller au lycée en prison, il faut pouvoir se le payer. Donc je serai amené à travailler aux ateliers comme le font la plupart des gens qui n'ont pas d'argent ou qui n'ont pas de visite de leur famille. Et ces gens-là sont totalement exploités. Cette semaine, le lycée de la prison de Strasbourg présente ses premiers candidats au bac et au BEPC. L'année dernière, au lycée de la prison de Fresnes, sur 4 candidats au bac, 4 furent reçus, dont 2 avec mention bien. Le salon de l'industrie aéronautique du Bourget ferme ses portes demain dimanche. 2 vedettes aujourd'hui, le Premier ministre Michel Rocard en visite et la navette spatiale soviétique Buran qui est repartie vers Moscou. Reportage de Laurent Boussier et Didier Dahan. Tempête de neige dans le ciel du Bourget ou Buran, la navette soviétique perchée sur l'Antonov 225 en vol de présentation devant Michel Rocard et son invité, le Premier ministre australien Bob Hawke. Passage devant les tribunes et applaudissements de la foule pour cet attelage de 600 tonnes qui a besoin de 32 roues pour se poser. Contraste saisissant entre le vol lent du plus gros avion du monde et les évolutions acrobatiques des avions de combat, Rafale, Mirage 2000 et autres MiG-29. Pour Michel Rocard, cette visite au Salon du Bourget a été l'occasion d'insister sur la capacité d'innovation de la France, sur sa volonté de coopération et surtout sur la formidable reprise des marchés d'avions civils. Ceux-ci n'ont jamais été aussi importants. L'essor du transport aérien, dû au progrès économique, au développement des échanges et à la baisse des coûts de transport, crée en effet des conditions exceptionnelles aujourd'hui pour le marché des avions de transport. Des avions qui se vendent bien, comme la TR-42 ou la TR-72, avions de transport régionaux franco-italiens, comme le Falcon 900 de Dassault ou l'Airbus A320 qui, 1 an après sa mise en service commercial, vient de passer la barre des 500 commandes fermes. Commentaire d'un industriel qui a déjeuné à midi non loin de Michel Rocard. Heureusement que les ventes de matériel civil augmentent, elles compensent à peine la baisse des marchés militaires. Les électeurs européens choisissent demain leurs députés au Parlement de Strasbourg. À la veille de ce scrutin, eh bien, l'Espagne s'arrime encore un peu plus à la communauté. En effet, la monnaie espagnole, le pesetas, rejoint le serpent monétaire européen. Explication de Claire Chazal. Un grand jour pour Carlos Solchaga, le ministre des Finances espagnol. Il s'agit de la décision la plus importante depuis notre adhésion à la CE en janvier 86, a-t-il déclaré aujourd'hui à Madrid. Concrètement, la pesette, la monnaie espagnole, ne pourra plus fluctuer librement. Elle devra s'en tenir à une valeur donnée et ne pourra s'en éloigner que de 6% en plus ou en moins, comme la lire italienne. Des règles certes contraignantes pour les autorités espagnoles qui devront surveiller de très près l'inflation et les grands équilibres économiques pour éviter un dérapage de la monnaie. Mais Felipe González, le chef du gouvernement, les accepte car il sait que l'Espagne rentre ainsi, 1 an plus tôt que prévu, dans le cercle des pays les plus développés de l'Europe. Elle est le 9e pays à adhérer au SME, le système monétaire européen. La Grèce et le Portugal n'en font pas encore partie.
Pas plus d'ailleurs que la Grande-Bretagne, qui refuse toujours de perdre son indépendance et de favoriser l'union monétaire des 12. Voilà, rectification, on dit bien des pesetas, mais un pesette. Innovation en France pour ce scrutin de demain dimanche. Les 55 000 non-voyants français ont obtenu de voter en toute liberté. Je m'explique, leurs bulletins de vote seront écrits en braille. Reportage de Marc Maisonneuve et Philippe Montoisy. Le suffrage est universel, égal et secret. Cette phrase est extraite de l'article 3 de notre Constitution. Pourtant, les aveugles devaient jusqu'à présent voter par procuration. Un autre votait pour eux, les laissant parfois supposer que ce vote-là n'était pas tout à fait le leur. Je votais par procuration, mais à un moment donné, sur les votes, j'ai eu un petit doute et ça m'a fait reculer un peu. Demain, pour l'Europe, les 20 000 aveugles français qui lisent le braille pourront voter comme tous les autres. Sur des listes traduites pour eux, ils identifieront le candidat de leur choix. Pour la première fois, les institutions du pays prennent conscience que les aveugles ont une écriture, qui est le braille, et qu'il faut les concerner dans leur écriture. Alors, pour l'instant, c'est au stade expérimental. Alors moi, ce que je veux, c'est que l'expérience soit finie et que ça soit classique, parce qu'on a besoin de ça. Mais ça, c'est qu'un début. Si vous voulez, ma grande ambition, c'est qu'un aveugle puisse recevoir chez lui sa note de téléphone en braille, sa note d'électricité en braille et toutes ses factures en braille. Excusez-moi, je veux dire, on paye comme n'importe qui. Il est important qu'on ait la facture dans notre écriture, puisque c'est notre écriture. Il y a 55 000 aveugles en France. Eux aussi ont le droit de vivre pleinement les règles de la vie démocratique. À la veille de cette élection européenne, comme il ne nous est plus permis de parler politique, l'idée nous est venue de retourner dans un village de 500 habitants du Puy-de-Dôme, à Saint-André-le-Coq. Il y a 1 an et demi, ce village a été désigné géographiquement, mathématiquement, comme le centre de la communauté européenne. D'abord incrédules, les villageois ont ensuite décidé de profiter de cette aubaine et aujourd'hui, ils ont bien changé. Ils ont des idées, même si l'argent manque quelquefois. Reportage de Dominique Verdeillan et Jean-François Becquet. Athènes est à 2800 km, Madrid 1200 km, Londres 850. En son centre géographique, l'Europe des 12 paraît parfois bien lointaine de Saint-André-le-Coq. Ça a tombé comme ça, mais je ne crois pas que ça représente grand-chose ici, l'Europe. Depuis qu'on est au centre de l'Europe, oui, on voit un peu plus d'étrangers, des Belges, d'Hollandais, on sort dans la rue, on tombe sur des Anglais, voilà, c'est tout. Pour l'instant, ça a apporté d'être reconnu, c'est tout. Il n'y a aucune retombée ni économique ni rien. Il y a un petit peu de gens de passage qui viennent nous voir, c'est tout. Une borne, un drapeau à 12 étoiles d'or, seule marque visible d'une empreinte européenne dans un village de 500 habitants qui a enfin retrouvé un café. Je crois qu'il y a un marché à prendre, mais il ne faut pas trop attendre. Hein. Mais je crois que les premières années, il n'y a pas de raison. Hein. Surtout, bon, en ce moment, hein, c'est le plein boom, l'Europe, c'est l'Europe. Il y a des curieux qui sont venus dessus, ils disent mais c'est que ça, le centre de l'Europe, c'est pas grand-chose. Faire de Saint-André un haut lieu touristique, c'est l'ambition de la municipalité, prête à vendre un de ses terrains pour permettre l'implantation d'une sculpture, d'un site d'observation et d'une salle polyvalente. Quand il y aurait déjà un point d'attraction, un pôle d'attraction ici, je contacterai les ambassades des différents pays pour voir si vraiment chaque pays est intéressé à avoir un magasin ici qui vendrait ses produits symboliquement au centre de l'Europe. Un projet de 7 millions de francs que Saint-André ne peut assurer seul, sans les 12. Mais durant la campagne électorale, un seul candidat s'est rendu au centre de l'Europe. Il faudrait que certains, enfin nos parlementaires, s'y intéressent un peu de plus près. Mais je crains que le 18 juin passé, on retombe encore dans les oubliettes. Autre hantise au village, l'Europe des 13. Ce jour-là, Saint-André-le-Coq cessera de se prendre pour le nombril de l'Europe. On l'a vu tout à l'heure, les Chinois sont appelés à la délation pour la mauvaise cause, dénoncer ceux qui ont manifesté pour plus de liberté dans leur pays. La comparaison est tentante avec cette émission de télévision américaine qui, elle, propose de dénoncer, a priori pour une cause plus juste, retrouver les coupables de crimes et délits qui n'ont jamais été résolus par la police américaine.
Les réussites sont nombreuses. La dernière en date, l'arrestation d'un homme qui, il y a 18 ans de cela, avait assassiné toute sa famille. De New York, notre correspondant Paul Now. L'histoire de cet homme est extraordinaire. Arrêté il y a quelques jours par le FBI, John List était le criminel le plus recherché. En 1971, dans l'État du New Jersey, il assassine ses 3 enfants, sa femme et sa mère, puis disparaît sans laisser la moindre trace. John List change d'identité, se remarie et va vivre paisiblement dans l'État de Virginie. Toutes les polices abandonnent les recherches, sauf un détective, James Moran, aujourd'hui à la retraite. Depuis 18 ans, James Moran est sur la piste du criminel qu'il traque en Amérique du Sud, en Asie et en Europe. Mais l'ancien policier ne perd pas espoir, il veut, avant de mourir, arrêter John List. Il y a 2 semaines, dans sa maison du New Jersey, James Moran a une toute dernière idée. Il va confier toute l'affaire à une station de télévision par câble qui possède une émission célèbre intitulée « L'homme le plus recherché des États-Unis », une émission regardée chaque dimanche soir par 20 millions de téléspectateurs. Le principe en est très simple, si au cours de l'émission vous croyez reconnaître le coupable ou si vous possédez le moindre indice, vous appelez la police en PCV. Voici le générique de cette émission. Aux États-Unis, on assiste à un crime tous les quarts d'heure, la police est débordée, les prisons sont pleines. Mais dans le cas de John List, comment le retrouver 18 ans après qu'il ait commis ces 5 assassinats? Avec des comédiens, des réels témoins de l'affaire, l'émission va reconstituer le drame. Les producteurs de l'émission font même appel à un artiste qui sculpte le visage de l'assassin tel qu'il devrait être aujourd'hui. J'ai rarement vu une émission de télévision aussi utile. C'est l'intérêt de la société que ce genre de personnage soit arrêté. Il ne faut pas oublier qu'il a tué 5 personnes. If you know anything about John List, call 1-800-CRIME-89. Au cours de l'émission, la police a reçu 300 appels. Des appels confidentiels qui ont conduit à l'arrestation de John List. Depuis sa création il y a 2 ans, ce programme de télévision aura permis la localisation de 48 grands criminels, tous repris par la police. En Amérique, la population collabore très volontiers avec les forces de l'ordre, sans problème de conscience. Prochaine émission, dimanche prochain. Retour en France, la galerie Drouot-Montaigne à Paris est devenue la plaque tournante des ventes d'art en Europe. Elle est en passe même de rattraper les célèbres Christie's ou Sotheby's. Depuis 19h30 ce soir, plus de 80 toiles de maîtres de Dufy à Picasso, en passant par Chirico, de Vlaminck, Gauguin, sont mises aux enchères. Dans la salle maintenant, je vous propose de nous tourner en direct vers cette salle Drouot-Montaigne où nous retrouvons Georges Bégou. Nous entrons discrètement à la manière de ceux qui se présentent sur un cours de tennis. Sans faire trop de bruit, la vente se passe en ce moment, en direct sous vos yeux. Vous êtes les spectateurs privilégiés. L'enchère ici, j'aide juge. À monsieur, 1 million. Alors vient d'être adjugé de Vlaminck à 1 650 000. C'était un tableau paysage de 1912-1913 et nous nous retrouvons maintenant devant une toile de Maurice Utrillo qui, sous la direction de maître Francis Briest, va être estimée aux environs de 400 000 à 600 000. Nous sommes dans cette salle de Drouot-Montaigne, qui a été installée depuis 1 an et qui permet aujourd'hui d'avoir un marché de l'art français qui se porte très très bien, d'autant plus que nous sommes sur le plan européen aujourd'hui, certainement le marché qui est le plus favorable grâce aux droits d'enregistrement qui ont baissé de 5%. Et il faut dire malgré tout que dans l'Assemblée nous avons beaucoup plus d'étrangers que de Français, beaucoup d'Américains, notamment beaucoup d'Espagnols qui se sont déplacés car il y avait beaucoup de Dali à vendre aujourd'hui. Mais Dali, malgré son décès, la cote de Dali n'a pas considérablement augmenté.
Si vous le voulez, et si Raoul Sangla le veut bien, je vais vous montrer deux petits coups de marteau enregistrés juste avant que nous ne prenions l'antenne. Il y avait un superbe Marie-Laurencin, voilà, qui a été attribué à 620 000 francs. Et ensuite le Numou de Dali qui est monté jusqu'à 1 million. 900 000, 920 000. Nous revenons en direct dans la salle. Ici, 980 000. Au moment où on amène sur le chevalet un Max Ernst. Alors nous débutons à 600 000 pour le numéro 39. Il s'agit d'une aquarelle de 1918. Ambiance très feutrée, nous parlons un peu comme à Roland-Garros ici, mais cela est nécessaire, bien entendu. 600 000, 620 000, 650 000, 650 000, 680 000, jette juge, 680 000, 700 000. C'est un tout petit Ernst et il est déjà à 720 000. 750 000, 800 000, 800 000 nous sommes. Il y aura tout au long du mois de juin encore des ventes très très importantes à Drouot-Montaigne. Date juge, 820 000, 850 000, 850 000. En voulez-vous? 870 000, 900 000. Vous voyez les téléphones qui fonctionnent avec tous les pays étrangers qui donnent, oui, par vous, 900 000. Qui passent leurs commandes, leurs ordres. 950 000. Oh, non, Franck. Non, alors 950 000 par Christine. Jet juge à 950 000, pas de regard à droite ni à gauche. Jet juge. À vous l'enchère, 950 000. Très bien acheté, un Max Ernst dont la cote ne cesse de monter. Et voici un jeu en gris, je pense qu'on va terminer avec ce tableau. Jeu en gris, très très belle œuvre. 500 000 pour le numéro 40. Compotier et vert de 1916. 150 000, 1 600 000, 1 700 000, 1 700 000 nous sommes. 1 800 000, 1 900 000. On restera là ce soir, donc à 1 800 000 pour ce tableau. Je pense que c'était passionnant à regarder, mais leur tour. On va passer au sport maintenant. Avant les compétitions, l'histoire d'abord d'un athlète, Antoine Richard, champion de France du 100 mètres, espoir de l'athlétisme français, ça c'était en 1987. Victime d'un contrôle antidopage, il s'était soigné avec un médicament interdit pour soulager un genou déficient. Il fut alors condamné à 2 années de suspension. Cet après-midi, en banlieue parisienne, à Livry-Gargan, eh bien c'était son retour à la compétition. Reportage de Dominique Leglou et André Germain. Émotion, retrouvailles, hésitation d'un pied qui caresse à nouveau la piste. Envie de balayer les fantômes du passé. Compagne qui a vécu une semaine difficile, entraîneur qui a vécu lui 2 années terribles. Mais le plus dur, c'est Antoine qui l'a connu. Suspendu 2 ans, coupable sans être responsable, privé du plaisir de la compétition. Angoisse du retour. Sueur froide. Peur de rester bloqué dans les startings. Il y a eu dopage, il y a eu faute, bon, il y a une responsabilité quelque part, mais s'il y a une chose qu'on est vraiment sûr, c'est que ce n'est pas de la faute d'Antoine, c'est vraiment lui qui a subi les conséquences, mais c'est sûr que ce n'est pas de sa faute. Alors Bruno, Max, Daniel, Gilles, les relayeurs du 4 x 100 mètres sont toujours restés à ses côtés. Pendant ces 2 ans, ils ne l'ont jamais laissé tomber. Vous savez, c'est là où, dans les épreuves difficiles, où on compte ses amis, et il a pu en compter de très solides. Des amitiés sur la piste. Des amitiés sur la piste, oui. Au bout de la ligne droite, il a laissé sa nouvelle passion, son futur métier, ses ambitions, la photo sportive. En course, il n'a rien perdu de sa technique et de sa motivation. 10 secondes 67 centièmes encourageantes. Certes, il lui manque 15 mètres, 2 ans de compétition, mais le retour d'Antoine pour lui, c'est un peu comme l'an 01. Il était comment ce tartan là que vous avez sous les mains? Bon, c'était du bon tartan de toute façon, mais là, j'ai remis les pieds en compétition. Bon, il y avait un petit peu le trac au départ, mais ça s'est bien passé en définitive. Rassuré, heureux comme un petit roi. Richard est impatient de retrouver sa couronne, ses 5 titres de champion de France et son record qui tient toujours 10 secondes 9 centièmes. Dans 2 ans, il n'y aura plus que 18 équipes au lieu de 20 dans le championnat de France de première division de football. La décision a été prise cet après-midi par la Ligue nationale de football pour tenter de relever le niveau général du football français. Grand Prix du Canada de Formule 1. Le Français Alain Prost a réussi pour la première fois depuis le début de la saison un meilleur temps que son coéquipier Ayrton Senna aux essais. Après son succès
au Grand Prix des États-Unis, le champion français a visiblement retrouvé la grande forme. Ce n'est pas le cas, il faut le dire, des 3 écuries françaises engagées en Formule 1 cette saison et qui connaissent déception sur des boires. De Montréal, notre envoyé spécial Lionel Chamoulot. L'année dernière, aucune écurie française n'a marqué le moindre point au championnat du monde. Cette saison n'est pour l'instant guère plus brillante, mais curieusement, c'est l'équipe la plus modeste, AGS, qui réussit le mieux. Tarquini, le remplaçant de Streff, a marqué 1 point à Mexico, au grand soulagement d'Henri Cochin, le nouveau patron de l'écurie. La voiture est bonne, bien que ce soit celle de l'année dernière. Elle a évolué sur un plan aérodynamique et elle a une autre qualité, c'est qu'elle est très fiable, ce qui procure ces très bons résultats. 1 point marqué, ce sont des soucis en moins. Et pour le moment, Guy Ligy en a des soucis. Ces voitures bleues n'ont pas de résultats. À Phoenix, aucune d'entre elles n'était au départ. Les préqualifications guettent la doyenne des équipes françaises. C'est obligatoirement une angoisse à partir du moment où le matin, vous savez, vous avez 1 heure pour vous qualifier pour le Grand Prix. Ça va pas être facile. Ça veut dire qu'il faudra encore des gens complémentaires, beaucoup plus de travail sur la voiture de développement pour mieux connaître la voiture. Du côté des Larousse, aucun point inscrit non plus et aucun Grand Prix terminé. Malgré tout, Gérard Larousse croit au potentiel de son équipe. J'ai choisi une politique à risque en prenant une voiture nouvelle, un moteur nouveau, une boîte de vitesse aussi. Et je crois qu'il faut savoir assumer ces moments difficiles et surtout pas perdre confiance, c'est la première chose à faire. Il reste encore 3 courses aux écuries françaises pour rester dans le peloton de tête de la Formule 1. Le temps presse. Et le temps ne presse plus pour les chevaux puisque le tiercé et le quartet sont arrivés cet après-midi. Vous allez voir les résultats s'inscrire sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 7, le 5 et le 14, petit tiercé. Pour ce qui concerne le quartet, vous ajoutez le 15 et ce n'est pas très cher payé non plus. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Aux alentours de 0h, Philippe Gassot, après le spécial Champs-Élysées consacré à Yves Montand. Et puis ensuite, vous chausserez vos lunettes noires pour une nuit blanche. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne, bien entendu. Et je vous dis à demain, 13h. Bonsoir.